soir, je suis Elisa Lachapelle, chargée de projet à l'action éducative, citoyenne et culturelle du musée McCord Stuart. Au nom du musée, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde dans le cadre de l'exposition Présence du passé de MC Snow, en collaboration avec la Biennale d'art contemporain autochtone. Good evening. On behalf of the museum team, I welcome you to this roundtable as part of MC Snow's exhibition Presence of the Past in collaboration with the Contemporary Native Art Biennial. Avant toute chose, je voudrais reconnaître que le musée McCord Stuart est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones et qui n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Kanien'kehá:ka démontre toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Acknowledging that colonialism has had devastating consequences on First Peoples, the McCord Stuart Museum recognizes its duty to raise awareness and support continued vitality of Indigenous cultures. Ce soir, la table ronde est également diffusée en direct sur Zoom et sur Facebook. Je salue les gens à la maison. Elle sera majoritairement en français, suivie d'une période d'échange avec le public en français et en anglais. Donc, autant les personnes en salle que les gens à la maison, n'hésitez pas à poser des questions. À la maison, vous pouvez les envoyer dans le clavardage. This evening's roundtable is also broadcasted live on Zoom and on Facebook. It will be mainly in French, followed by a period of discussions with the public in French and English. People at home, don't hesitate to send us your questions in the chat. Sans plus tarder, je vous présente nos trois panélistes de ce soir, dans l'ordre qui vont prendre la parole. D'abord, Jonathan Lainé, qui s'est joint à l'équipe du musée McCord Stuart en 2020 comme conservateur culture autochtone. Il a fait des études en anthropologie et en études autochtones. Il détient une maîtrise en histoire de l'Université Laval. Ses champs d'intérêt touchent à l'histoire sociale, politique et culturelle des Autochtones au Québec et au Canada, de même qu'à l'histoire des objets et des collections à travers le temps, plus particulièrement au collier de Wampum. Il a occupé les fonctions de conservateur Premier Peuple, Histoire au Musée canadien de l'histoire à Gatineau, ainsi que celle d'archiviste, Archives autochtones à Bibliothèque et Archives Canada. On a aussi avec nous ce soir Roland Tremblay, qui est un archéologue préhistorien qui a 35 ans d'expérience comme maître d'œuvre et qui s'implique au sein de projets variés. Ses champs d'intérêt concernent notamment l'occupation iroquoienne de la vallée du Saint-Laurent et la transformation de la culture matérielle autochtone au contact de la société européenne. Il a toujours compris l'importance de collaborer avec les communautés autochtones qui sont touchées par les projets archéologiques, et ce, à tous les égards nécessaires, de la logistique matérielle aux aspects les plus symboliques. Entre 2016 et 2019, il a participé aux fouilles d'une section du site Dawson, qui est tout près d'ici, au musée au coin des rues Sherbrooke et Peel, un site villageois daté du 16e siècle et dont la redécouverte a suscité une collaboration de mise en valeur avec la communauté de Kahnawake. Et MC Snow, le dernier non le moindre, qui est un artiste multidisciplinaire Kanien'kehá:ka, résident à Kahnawake. MC détient un baccalauréat en arts visuels de l'Université d'Ottawa. Il travaille et expose au Canada et aux États-Unis depuis les années 1990. Son travail, principalement sculptural, allie techniques et matériaux traditionnels, reflète des préoccupations contemporaines. Ses œuvres participent à maintenir une valeur artistique traditionnelle et à défendre une intégrité culturelle Kanien'kehá:ka. Donc, pour la table ronde de ce soir, elle s'intitule « L'art comme vecteur de réappropriation des biens culturels autochtones ». En discutant avec MC, lors de la préparation de son exposition au musée, on a eu l'idée de cette table ronde qui fait écho aux différentes préoccupations et aux sujets d'intérêt de l'artiste. Donc, d'abord, MC a visité les réserves du musée en compagnie de Jonathan. Ils ont sélectionné une quarantaine d'objets, dont des vases iroquoiens, des poupées, des porte-bébés, donc qui font partie de l'exposition pour les gens qui ont eu la chance d'aller la voir. Vous pourrez peut-être y aller si on finit avant la fermeture du musée ce soir. Certains de ces objets-là datent du 14e siècle et certains proviennent même du site archéologique d'Assun, dont je parlais tout à l'heure, qui est tout près du musée. Aussi, c'est important pour MC la recherche, la préservation des biens culturels autochtones. Pour lui, elle est essentielle à la transmission et à la sauvegarde des racines culturelles des peuples autochtones. Il insiste aussi sur l'importance de traiter avec dignité les biens culturels,
parce que pour les nations autochtones, c'est plus que des simples objets, ils recèlent les esprits de leurs ancêtres. Avec tous ces éléments-là en tête, dont m'a parlé MC, on a décidé de rassembler Jonathan pour le volet de la recherche et de la conservation muséale et Roland pour le volet archéologique. Individuellement, ils vont nous parler de leur relation avec les biens culturels autochtones dans leur champ d'expertise respectifs et ils vont discuter de l'importance de collaborer ensemble afin d'adopter des pratiques de recherche et de transmission respectueuses des communautés. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Jonathan. Merci Elisa, merci MC, merci Roland, merci tout le monde d'être là. OK, fait que j'ai pris quelques petites notes de choses que j'aimerais vous partager pour lancer un peu la discussion. Mais avant de parler des approches et des initiatives là, qui sont mises en place au Musée McCord en ce qui a trait au patrimoine autochtone, je veux faire un petit retour historique sur les anciennes pratiques de collecte qui sont à la base des collections actuelles, de même que des changements majeurs qui se sont produits dans le monde muséal dans les années 80. Il y en a qui peut-être connaissaient déjà ces sujets-là, mais je pense que c'est important de les rappeler. Donc, pour mettre la table, commençons par un constat que je trouve quand même assez éloquent. Okay? Ça va comme suit. Au Canada, les plus belles collections muséales se sont constituées au cours des années 1870-1830 environ, soit au moment où les politiques fédérales à l'égard des populations autochtones sont les plus strictes. Ce n'est pas une coïncidence. À cette époque-là, à l'échelle du Canada, les communautés autochtones sont durement touchées par les mesures économiques qui les défavorisent et par un accès grandement restreint aux ressources et à leur territoire traditionnel. En plus, elles sont de plus en plus marginalisées et contrôlées par l'offensive juridique et légale qui pèse sur les épaules, notamment par le système des pensionnats qu'on connaît de plus en plus, mais aussi par les clauses très restrictives de la loi sur les Indiens. Dans ce contexte-là, parallèlement, il y a tout un réseau de collectionneurs qui s'intéressent vivement à leurs objets, donc des collectionneurs autant professionnels qu'amateurs, qui cherchent activement à acquérir ce qu'ils appellent des reliques, parce qu'ils s'imaginent que les Autochtones vont bientôt disparaître. Donc, on appelle cette période-là une période d'anthropologie de sauvegarde. Donc, les anthropologues, les ethnologues, les collectionneurs vont dans les communautés et acquièrent de ces objets-là. Dans ce contexte-là difficile, bien, certains individus et certaines familles autochtones vont accepter de se départir, de vendre ou d'échanger des objets pour littéralement, comme moyen de survie, littéralement pour survivre, étant donné qu'ils sont dans un contexte très difficile, pour survivre aux rigueurs des politiques extrêmes du gouvernement de l'époque. Alors aujourd'hui, dans les collections qu'on a, bien, ils sont légataires finalement de ces anciennes pratiques de collecte. Donc nous, dans les musées, nous sommes un petit peu, on pourrait dire, les héritiers de ces objets qui ont été accumulés là dans ce contexte particulier d'il y a souvent 100 ans. Donc longtemps, on a présenté les cultures autochtones selon le regard du colonisateur, qui contrôlait le discours, qui contrôlait le récit historique. Alors les historiens, les conservateurs, les commissaires présentaient et exposaient des objets autochtones des collections, des musées, sans tenir compte de leur vision, de leurs valeurs, de leur opinion, sans tenir compte finalement de l'opinion des premiers concernés, c'est-à-dire les premiers peuples eux-mêmes. C'était l'autorité muséale qui primait, les Autochtones n'ayant pas leur mot à dire, les textes pour décrire leurs objets étaient rédigés au passé. Une vision très passéiste des cultures autochtones s'est alors formée. Alors, c'est comme si les Autochtones n'étaient qu'une réalité du passé. Alors, on le sait, c'est tout faux. Un point tournant, heureusement, et un événement phare se sont produits en 1988. Il y a eu une question qui a émergé, c'est-à-dire le droit des Autochtones à contrôler les représentations de leur patrimoine culturel dans les musées. Et ça, cette question-là, ça s'est retrouvé à l'avant-plan en 1988 parce qu'il y a une très grosse exposition internationale qui est mise sur pied. Ça s'appelait le souffle de l'esprit. Coutumes et traditions chez les Indiens d'Amérique. Parce qu'à l'époque, on disait encore Indiens d'Amérique. Donc, c'est une exposition qui a été conçue et produite par le musée Glenbow en Alberta dans le cadre des Jeux olympiques de Calgary, les Jeux d'hiver de Calgary. Et c'était une exposition qui présentait des objets culturels autochtones extrêmement riches, extrêmement variés, qui provenaient de l'international, mais sans faire référence aux cultures toujours vivantes des Premières Nations, ni même aux réalités actuelles des communautés autochtones. En plus, elle était parrainée
par la compagnie pétrolière Shell, qu'on accusait à l'époque de violer les droits fonciers des nations autochtones. Donc, il n'a pas fallu plus pour que plusieurs individus, communautés autochtones, associations, donc ces gens-là ont fortement protesté, ce qui a provoqué beaucoup de débats, de discussions, de réflexions dans le monde académique et dans le monde muséal. Là, il y a eu l'Assemblée des Premières Nations qui a fait un rapport conjoint avec l'Assemblée des musées canadiens. Alors là, ils ont pris cette initiative-là et ils ont dit, bon, bien, il y a des préoccupations qui sont sur la table, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on réfléchisse. Donc, ils ont produit un rapport qui s'intitule « Tourner la page, forger de nouveaux partenariats entre les musées et les Premières Nations ». Ce rapport-là, bien entendu, proposait une série de recommandations sur les partenariats entre les peuples autochtones et les musées en matière d'interprétation, d'accessibilité, de rapatriement, de formation et de gestion. Donc, pour ce qui est de la mise en exposition et de l'interprétation des expositions, la recommandation, je vais vous la lire, une des recommandations disait « Les musées devraient veiller à ce que les premiers peuples participent au processus de planification, de recherche, de présentation et de maintenance de toutes les expositions, programmes et ou projets qui incluent les cultures autochtones. » On lit ça aujourd'hui et ça nous semble tellement évident. Et pourtant, en 1990, ce ne l'était pas d'emblée. Ces recommandations-là ont inspiré plusieurs institutions et musées, dont le musée McCord. À l'époque, la conservatrice Moira McCaffrey était membre associé de ce groupe de travail-là, qui a travaillé avec l'Assemblée des Premières Nations et l'Assemblée des musées canadiens. Et il y avait aussi une Deborah Smith, que je n'ai pas connue, mais qui était aussi à l'emploi du musée. Donc, il va de soi que le musée était très au fait des recommandations du rapport et de la pertinence de les mettre en œuvre dans le domaine des expositions. Plus récemment, peut-être vous en avez entendu parler, mais il y a eu un autre rapport qui a été produit par l'Assemblée des musées canadiens suite à l'appel à l'action numéro 67. Il y a eu la Commission de vérité et réconciliation que tout le monde en a entendu parler, heureusement. Et en 2015, ils déposent leur rapport et ils recommandent à l'Association des musées canadiens de présenter un rapport et des recommandations dans le cadre d'un examen national des politiques des musées dans le but de déterminer le degré de conformité avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Alors, en réponse à cet appel à l'action, l'AMC, l'Assemblée des musées canadiens, produit un rapport qu'ils ont déposé en 2022. C'est quand même 7 ans plus tard. Et c'est un rapport qui s'intitule « Porter à l'action, appliquer la Déclaration des Nations unies dans les musées canadiens ». Donc, il y a des grandes recommandations qui touchent la restitution des objets vers les communautés. Donc, on veut qu'elle soit proactive. On veut que les musées poussent dans cette direction-là et facilitent la démarche en levant notamment les barrières et toutes sortes d'obstacles bureaucratiques qui peuvent l'empêcher. On va aussi faire des recommandations quant à la gouvernance. Donc, on encourage beaucoup le partage d'autorité avec les nations et les communautés autochtones quant à la gestion de leur patrimoine. On encourage aussi les partenariats, l'engagement communautaire qui vont favoriser l'autodétermination des Autochtones et les opérations et la gestion d'un point de vue un petit peu plus pragmatique. Alors, on le voit, le monde muséal change, heureusement, tranquillement. Les institutions sont appelées à adapter leurs pratiques et on constate, heureusement, que plusieurs prennent ces engagements au sérieux et font des efforts pour transformer leur manière de faire de façon à réparer les torts qui ont été causés au fil des années. C'est un long processus. Le musée McCord, on est dans ce processus-là depuis longtemps. Je pense qu'on peut en être fier. Je dis le musée McCord. À l'époque, on était le musée McCord, mais là, maintenant, nous sommes le musée McCord-Stewart. Des fois, ça m'échappe encore. Il faut que j'y pense. Donc, au musée McCord, on a une collection culture autochtone qui inclut environ 16 500 objets historiques et archéologiques. Certains peuvent avoir jusqu'à 12 000 ans d'histoire. Donc, c'est vraiment une collection qui est impressionnante. La composante archéologique va compter environ 8 700 pièces. Et là, on parle souvent de tessons de poterie, des outils lithiques ou des outils en os. C'est des objets qui proviennent de l'ensemble du Canada, du nord-est américain aussi, mais plus particulièrement de l'Ontario et du Québec. Cette collection-là, elle a été montée, développée essentiellement à la base par David Ross McCord, le fondateur du musée, qui était un riche et avide collectionneur. Hein, on le connaît, un passionné d'histoire qui voulait faire un musée national. Mais il y a d'autres sources de provenance aussi, comme la collection de la Natural History Society de Montréal, qui a été versée ici à un moment donné.
Ensuite, suite à la réorganisation de certains musées de l'Université McGill, il y a des collections qui ont été transférées ici, dont le musée Redpath, une partie de sa collection. Et sinon, ben, la collection, elle est constituée de dons privés, des gens qui nous appellent pour faire des dons de leurs objets. Depuis la réouverture du musée, on travaille en collaboration et en co-création avec les peuples autochtones, dans la mesure du possible. On essaie de rendre la collection accessible et pertinente pour les premiers peuples, en offrant notamment un accès privilégié aux collections, toujours selon nos moyens et selon nos ressources qui sont parfois limitées, mais on fait notre possible. On essaie aussi de respecter certains protocoles concernant la manipulation de certains objets. Par exemple, il y a des objets qui ne seront jamais montrés, il y a des objets qui ne seront jamais exposés. Il y a des cérémonies qui ont été organisées ici pour nourrir les objets, parce qu'ils considèrent que les objets sont vivants, donc c'est important de les rendre accessibles. Et plus récemment, justement, à Kanawake, on a restitué 11 masques cérémoniels qui n'étaient jamais montrés, qui n'étaient jamais exposés. Et comme ils étaient considérés comme sacrés, bien, on a accepté de les retourner. D'ailleurs, je pense, MC, tu étais à. Je ne sais pas si tu étais à la cérémonie d'accueil de ces Oui, masques. j'étais à la cérémonie d'accueil à la Maison Longue à Kanawake. Ouais, cool. Et voilà. Là, peut-être que je parle trop. Hein. C'est ça mon cas. Je peux terminer? Oui. Ben, non, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'on a toutes sortes ben, par exemple, si vous connaissez l'exposition Voix autochtone d'aujourd'hui, le contenu, il a été développé suite à une longue concertation d'une commissaire autochtone auprès de centaines de personnes à travers le territoire. Vous allez voir que tous les textes sont écrits au nous. C'est vraiment la voix autochtone qui s'exprime. Les objets ont été sélectionnés selon une méthodologie et selon une approche autochtone. Ensuite, on accueille, outre l'exposition permanente, on va à l'occasion accueillir des expositions itinérantes autochtones ou à fort contenu autochtone. On organise des ateliers éducatifs, des programmes publics, dont, en fait, c'en est un aujourd'hui, je pense. Hein? Donc, avec des organisations et des individus autochtones qui sont invités à venir partager leur vision et leurs connaissances avec le public. On a le programme Artistes en résidence, qui est aussi vraiment intéressant, je trouve, de mon point de vue, parce qu'on invite les artistes autochtones à consulter nos collections pour venir donc s'en inspirer et créer de nouvelles œuvres qui sont ensuite exposées dans nos murs. Alors, c'est comme ça que MC Snow est venu ici interpréter des objets, je disais de plus de 500 ans, mais tu me dis du 14e siècle, donc c'est encore plus vieux que ça. Finalement. Et ça, c'est intéressant parce que, d'abord, il y a des objets, on en parlait tout à l'heure, mais c'est des objets qui viennent, entre autres, qui ont été découverts dans les années 1860, donc c'est très ancien, même leur découverte, mais ça vient tout juste qui viennent tout juste à côté du musée, donc, où ce qu'il est construit. Et ça, c'est intéressant parce que la collection archéologique au Musée McCourt, on va appeler ça une collection dormante. C'est pas une collection que l'on développe activement, on fait pas d'acquisition en archéologie. On n'a pas d'expertise sur le sujet et c'est une collection qui n'est pas tellement documentée pour ces raisons-là. Donc, elle a été accumulée souvent par des archéologues amateurs à l'époque. Je pense que la professionnalisation j'ai de la misère avec ce mot-là. Oui, voilà, de l'archéologie, c'est quoi au Québec? 1960? Dans les années 60. Les années 60, donc quand même, hein, c'est très, très récent. Mais il y a des projets de mise en valeur qui vont être mis sur pied éventuellement. Puis, ben, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut en faire, notamment avec les archéologues, mais aussi avec les gens autochtones. OK, j'arrête de parler pour tout de suite. C'est bon, merci Jonathan. Donc, c'est ça, comme Jonathan soulevait, MC, en venant fouiller dans la collection, ça a permis de redonner un peu de lumière à cette collection-là qui est un peu plus dormante, donc collection archéologique. Et puis, c'est ainsi que je vais céder la parole à Roland pour nous parler un peu plus de l'aspect archéologique, de la pratique archéologique, et puis en ce qui concerne aussi la considération des communautés autochtones dans le cadre de votre travail. Merci, Elisa. Oui, on m'a demandé de venir participer à ça parce qu'on parle d'objets, on parle de culture matérielle, on parle d'objets artistiques, on parle d'objets muséaux. Et veut pas, les archéologues contribuent à ça. Avant de rentrer vivement dans le sujet, je veux juste quand même peut-être... En fait, je veux montrer deux aspects. D'abord,
faire un petit portrait très, très, très bref de ce en quoi consiste l'archéologie au Québec telle qu'elle se présente devant les communautés autochtones. Et d'autre part, peut-être de juste rappeler brièvement où ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à l'histoire de l'archéologie, qui est un peu similaire à celle de la muséologie, comme Jonathan vient de nous le dire. Alors, l'archéologie au Québec, c'est important de considérer la chose suivante, au moins de s'en rendre compte, c'est que c'est une terre de dualité, que j'appelle. On est toujours en opposition de deux côtés sur l'archéologie. Alors, selon trois aspects, c'est une terre de dualité. D'abord, c'est une dualité de sources. Et ce que j'entends par là, c'est qu'on a au Québec une archéologie qui est académique, qui est faite par les universitaires. Et d'autre part, on a aussi une archéologie de gestion patrimoniale, qui est faite par le monde privé. En fait, c'est des firmes d'archéologie ou des consultants qui vont travailler où on demande aux archéologues de venir travailler. C'est une grosse différence. Essentiellement, on fait exactement le même travail. C'est juste que le monde universitaire a une archéologie qui n'a pas les mêmes contraintes et qui en a moins de contraintes que le monde de l'archéologie de la gestion patrimoniale. Parce que la gestion patrimoniale, c'est quand, par exemple, un organisme ou un privé ou peu importe, disons, Hydro-Québec, par exemple, fait un projet, bien, ils vont demander aux archéologues de venir avant puis essayer de déterminer s'il y a des sites et s'il y a des sites, de les fouiller. Alors, on a toutes sortes de contraintes qui sont liées à ça. Alors, il y a cette dualité-là, l'archéologie académique et l'archéologie de gestion patrimoniale. Les deux, c'est de la science. Les deux, c'est de l'archéologie de recherche, bien que certains académiciens ne considèrent pas l'archéologie de gestion patrimoniale comme de la science. C'est faux, on en fait tout autant. On n'a pas les mêmes moyens que les archéologues académiciens parfois, mais c'est pas grave, il y a quand même de la science qui se fait là-dedans. Une autre dualité qui est importante, là, après la dualité des sources, on a une dualité d'intérêt. Et là, ici, ça vient vraiment s'articuler un peu avec la considération du monde autochtone, dans le sens qu'on a traditionnellement au Québec, et c'est la même chose pour une bonne partie de l'Amérique du Nord, là, on a une archéologie qui est consacrée au passé autochtone versus une archéologie qui est consacrée au passé euro-canadien. Et c'est vraiment subdivisé dans le domaine de l'archéologie, dans la discipline, parmi les archéologues. La première, consacrée aux Autochtones, on l'a toujours appelé ça de l'archéologie préhistorique, dans le sens que c'est pas nécessaire. Ça peut être entendu d'une façon péjorative et on comprend pourquoi. Préhistoire, avant l'histoire. Ce qui concerne les Autochtones, ça n'a pas d'histoire encore. C'est pas tout à fait ça que ça veut dire, mais c'est le même qui peut être interprété, malheureusement. Mais le sens de préhistoire ici, c'est dans le sens de histoire équivalent à la présence de textes écrits. Alors, avant que les Européens arrivent, il n'y avait pas d'écriture comme telle, du moins dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Il y en a ailleurs en Amérique, mais pas ici, dans la région ici. Et dans ce sens-là, on fait une archéologie préhistorique quand on travaille sur le monde autochtone précédant l'arrivée des Européens. Donc, d'un côté, l'archéologie autochtone, et de l'autre côté, l'archéologie des Euro-Canadiens, une archéologie qu'on qualifie de historique. Je n'aime pas le terme, le meilleur terme, c'est historienne, une archéologie historienne, si on veut. Considérant le moment où les Européens mettent les pieds ici, ben là, il y a une archéologie qui se consacre à ça complètement jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette dualité-là est une dualité qui est un peu inconfortable. J'ai tout le temps trouvé ça difficile parce que je me suis toujours intéressé à la relation entre les Premières Nations et le monde euro-canadien. Et en archéologie, c'est un peu un no man's land. Et comme Jonathan le souligne, il y a quelque chose de colonisateur là-dedans aussi parce que c'est comme si l'archéologie préhistorique, l'archéologie des Autochtones en fait, qu'on devrait dire, niait la présence des Autochtones à partir que les Européens étaient là. Alors que ce n'est pas le cas, ils sont toujours là et à partir du moment que les Européens arrivent, ils vont vivre encore jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est comme si on ne faisait pas leur archéologie. Il n'y avait pas vraiment de spécialistes ou de personnes qui se consacraient à ça. Encore là, c'est à nuancer. Mais d'une manière générale, c'est un petit peu ça qui était la chose.
je vais y revenir plus tard, là, quand je vais parler un petit peu d'archéologie, de l'histoire de l'archéologie au Québec. Ça l'a changé. Mais vous voyez là un problème assez important. Et la troisième dualité de l'archéologie au Québec, c'est celle d'une dualité de terrain. Alors ici, ce que je veux parler, c'est de la manière qu'on va approcher les vestiges archéologiques. Ça va être déterminé en fonction du lieu où on le fait. Et pour ça, je qualifie deux types d'archéologie de terrain. D'abord, il y a l'archéologie de contexte clairsemé, ce que j'appelle une archéologie de contexte clairsemé, c'est-à-dire une archéologie en milieu rural ou naturel, où les vestiges archéologiques n'ont pas subi trop, de manière générale, encore une fois, il y a des exceptions à la règle, n'ont pas subi trop de bouleversements, de perturbations, et où ce qu'on appelle le tissu archéologique, c'est-à-dire le sol dans lequel les vestiges archéologiques se retrouvent, n'est pas trop détérioré. Et ça, c'est en opposition à une archéologie de contexte dense. Et là, on parle d'une archéologie urbaine, une archéologie en ville. Et vous le savez, les endroits où les humains s'installent depuis le début de l'humanité, c'est souvent les mêmes. Et on a tendance à revenir toujours au même endroit pour des bonnes raisons bien simples, c'est des bons spots où s'installer. Alors, on va s'installer sur le bord des cours d'eau, à la confluence d'autres cours d'eau, des endroits où c'est facilement accessible, des endroits bien drainés, des endroits relativement plats, etc. Il y a toutes sortes de facteurs qui font qu'on va s'installer à des endroits. Et les endroits où il y a les grandes villes actuellement au Québec, c'est pas juste au Québec, partout dans le monde, mais on prend l'exemple du Québec, par exemple comme Québec, Trois-Rivières, Montréal, c'est des endroits qui ont été intensément occupés par les populations humaines bien avant l'arrivée des Européens. Et c'est donc des endroits importants et majeurs de sites archéologiques aussi. Et paradoxalement, depuis l'installation urbaine, depuis l'installation des villes, l'aménagement des villes, c'est un aménagement intense. Et ça met en scène des creusements incroyables qui détériorent le tissu archéologique au point tel que bien souvent les sites sont disparus des milieux urbains. Ou s'ils ne sont pas disparus, sont gravement endommagés. Il n'en reste plus grand-chose. Et je vais vous donner un petit exemple ici, là, juste pour illustrer ça. J'espère que ça va fonctionner. Oui. Alors, là, on parlait tout à l'heure d'un site, le site Dawson, qui est tout près d'ici. Bien, ça, c'est une photo qui a été prise d'un building au coin de Sherbrooke et Peel. Ça, c'est une photo qui a été prise, si je ne me trompe pas, c'était en 2016 ou 2017, je ne m'en souviens plus, je pense que c'est 2017 celle-là. On est vraiment là à l'intersection de Sherbrooke et Peel, dans le milieu de la rue. La rue Sherbrooke est à moitié bloquée, la rue Peel est à moitié bloquée. Et ce qu'on a retrouvé là, c'est la suite du site mentionné par Jonathan tout à l'heure, le site Dawson, qui avait été trouvé ici dans les parages. Mais regardez ce qu'on a là. On est dans des contraintes, là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'aire de fouille où ce que les archéologues travaillent, mais il y a toutes sortes de services qui passent. Il y a l'aqueduc, il y a l'égout, il y a les gaz, les tuyaux de gaz, les tuyaux d'électricité, il y a toutes sortes de choses qui font que les vestiges sont entrecoupés par tous ces services-là qui ont été creusés dans le milieu de la rue. Alors, ce qui nous reste, c'est des petits lambeaux de sol, souvent allongés, parce que ça suit 2 conduites, par exemple. Ça, c'est on a été chanceux d'en retrouver sous la rue, là. Bien souvent, ça n'existe même plus. Et puis, c'est grâce à la Ville de Montréal, qui a tout le temps eu une considération archéologique élevée, on a pu retourner là, puis retrouver la suite du site Dawson qui avait été trouvé dans les années 1860. Là, je veux juste illustrer un petit peu, encore une fois, des contextes. Là. Voici ce qui se passe. Là. On est vraiment dans des milieux avec des contraintes particulières en ville, des contraintes assez élevées, où on ne peut pas fouiller partout ce qu'on veut. On est contraint, évidemment, par l'excavation du projet en cours. Ici, il refaisait la rue, carrément. Donc, il refaisait l'infrastructure, l'aqueduc, l'égout, tout ça. Mais en même temps, les anciens services qui sont là ont entrecoupé le peu de sol qui reste. Et là, je vous en donne un petit exemple rapide. Là. Les sols noirs qu'on voit là, dans la paroi, où il y a des trous dedans, ça, c'est des prélèvements d'échantillons. C'est ça, des lambeaux de sol archéologiques en place. C'est là-dedans qu'on retrouve
les quelques vestiges qui n'ont pas été entrecoupés, dans ce cas ici, par 2 services de gaz. On a le service au milieu ici, ça c'est une conduite de gaz. Et à gauche, c'est un massif aussi de gaz qui est là. À droite, c'est complètement détruit aussi par, je ne me souviens plus quel autre service. En tout cas, non, ça vous donne une idée des petits lambeaux de sol dans lesquels on retrouve les sites. Et ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve en milieu rural ou, par exemple, en milieu boisé, en milieu plus naturel, où ce que les sites sont généralement mieux conservés. Alors, bon, les trois dualités de l'archéologie au Québec, celle des sources, d'intérêt, puis de terrain. À partir de là, je veux juste souligner que ces trois aspects-là vont se conjuguer avec la considération de la réalité autochtone quand on fait de l'archéologie. Maintenant, un peu comme Jonathan l'a fait, je vais essayer de revenir un petit peu sur l'histoire de l'archéologie au Québec. Et nous aussi, on a un passé qui est assez similaire, je dirais, à celle des collectionneurs au 19e siècle qui ont fabriqué les musées, qui ont fait des musées. Mais l'archéologie québécoise est récente. Comme on l'a mentionné brièvement tout à l'heure, elle commence réellement seulement dans les années 60 en tant que science organisée au Québec. Mais dès le départ, elle a une bonne volonté, mais un peu naïvement, elle embarque dans sa considération qui est encore un petit peu colonialiste des choses, parce qu'on fait une archéologie des Autochtones sans vraiment considérer les gens qui sont encore là aujourd'hui, les Autochtones qui sont toujours là. On l'a fait pour la science, seulement pour la science. Quand j'ai commencé en archéologie, moi, au milieu des années 80, c'était encore un petit peu ça. Ça changeait tranquillement, mais on était encore dans un monde où ce que l'archéologie se faisait sans trop de contact avec le monde autochtone. Et pourtant, on travaillait sur le passé de ces gens-là. Encore une fois, il y a beaucoup de nuances ici, et ce n'est pas toujours le cas, ça n'a pas toujours été le cas. Il existait déjà des collaborations assez fortes, mais pas tant dans le sud du Québec, plus dans le nord, où il y avait les développements, par exemple, de la baie James, où là, il y a eu une grosse archéologie qui s'est faite aussi lors du développement de la baie James. Mais forcément, les archéologues ont été en contact avec les populations autochtones qui sont encore en train d'exploiter leur propre territoire et ont collaboré dès le départ avec les Cris, avec les Inuits, avec les Atikamekw, pour faire de l'archéologie à ce moment-là. Dans le nord du Québec, il y avait déjà des collaborations qui s'installaient un peu avec les groupes autochtones, mais dans le sud du Québec, ce n'était pas le cas. Quand j'ai fait mon cursus académique, on ne prenait pas beaucoup de contact avec les populations autochtones. Les choses ont changé, mais, heureusement. Les choses ont commencé à changer dans les années 80, 90 surtout, où ce que, tranquillement, pas vite, on dirait qu'il y a eu un éveil, mais il y a toutes sortes de raisons à ça. Il y a eu des éveils à travers l'Amérique du Nord, il y a eu des lois qui ont été votées aux États-Unis sur le repatriement des objets archéologiques. Ça a été considéré au Canada aussi, on en a parlé au Québec. On n'en a pas fait une loi comme c'est le cas aux États-Unis, la NAGPRA, mais c'est quand même dans l'air. Et de plus en plus, les archéologues vont considérer la réalité autochtone actuelle dans leur démarche scientifique et vont tenter de collaborer de plus en plus avec les nations autochtones. Ça change, les choses ne sont pas encore parfaites aujourd'hui, mais depuis quelque temps, il y a vraiment un effort qui est fait en ce sens-là. Tant au niveau académique, je prends l'exemple de mon collègue Christian Gates, qui fait depuis 2017, je crois, ou 2018, le projet Tiohtià:ke, dans lequel pour la région de Montréal, il fait collaborer le musée Pointe-à-Calière, l'Université de Montréal et le conseil de bande de Kahnawake. Pour essayer de comprendre un petit peu plus la préhistoire de la région de Montréal depuis quelques millénaires. Il y a une collaboration vraiment où on veut intégrer, où ce que sont intégrés la parole autochtone à l'intérieur de laquelle. Et ce projet-là se poursuit, on l'espère, avec un autre projet similaire, Onkwe actuellement, et on va pouvoir même agrandir ça à l'ensemble du sud du Québec et
Bon, en tout cas, donc, au point de vue académique, il y a des efforts qui se font dans ce sens-là. Au point de vue de l'archéologie de gestion patrimoniale également, depuis un bout de temps, on collabore toujours avec les nations autochtones quand vient le temps de faire des fouilles. Et parfois, c'est par tout simplement les gens des groupes qui viennent travailler avec nous autres sur le terrain. Parfois aussi, on peut avoir la chance d'avoir des chercheurs autochtones qui viennent collaborer avec nous, mais malheureusement, c'est encore pas très développé cet aspect-là. Et on aimerait ça que ça puisse éventuellement débloquer sur quelque chose d'un peu plus, où que la participation ne serait pas juste une participation de travail sur le terrain, mais une participation également dans l'élaboration de projets de recherche, par exemple, ou dans la considération des interprétations archéologiques. Et malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup parmi les nations autochtones d'archéologues. L'idéal, ce serait qu'il y en ait plus qui viennent travailler avec nous, qu'on puisse passer le flambeau aussi aux gens des nations autochtones. Ce qui pourrait être le fun aussi, et qui n'est pas le cas encore, c'est, comme Jonathan le mentionnait tout à l'heure, c'est des cas de gouvernance où les nations elles-mêmes font partie de l'élaboration des projets, de l'élaboration de tout ce qui est archéologique. On n'en est pas encore là. On s'en va, je crois, vers ça, tranquillement, pas vite. On fait de notre mieux, on essaye de faire ça du mieux qu'on peut, mais il y a encore du chemin à faire. Je terminerai aussi rapidement, parce que je ne veux pas m'étendre là-dessus. On a aussi d'autres instances dans lesquelles les archéologues vont collaborer avec les gens des nations autochtones. Par exemple, dans des projets de mise en valeur. Ça existe. Et avec MC ici présent, j'ai personnellement travaillé moi-même dans un projet le long de la rue Peel pour établir une commémoration finalement, un rappel de la présence autochtone à Montréal tout le long de la rue Peel, suite aux fouilles qu'on a faites sur le site Dawson. Le site Dawson, qui est un site riche, qui est un site qui a été occupé il y a à peu près 500 à 600 ans. Ici, c'est un village sur l'île de Montréal. Avec un site sur lequel on retrouve toutes sortes d'objets magnifiquement décorés et typiques de la culture qui habitait ici. Et des objets qui ont une valeur également artistique. Et c'est là que la collaboration peut se faire facilement avec, par exemple, des artistes des Premières Nations. Et je vous laisse sur cette image-là, qui, bon, c'est une petite image bien simple, mais probablement c'est une effigie de pipe à fumer. Et dans ce cas ici, c'est probablement une tête de hibou ou quelque chose du genre. Mais c'est juste pour souligner que il y a dans le matériel archéologique qui se retrouve en contexte muséal et ceux qui se retrouvent dans les réserves, etc., un peu partout, de quoi, je crois, construire avec les nations autochtones qui seront sans doute très intéressés de voir ce que leurs ancêtres faisaient de leurs propres mains à l'époque. Et la continuité est là aujourd'hui avec les artistes autochtones actuels. Et sur ça, ben, je laisse la parole à MC. Ben, merci. Merci à tout le monde d'être ici ce soir. Puis, je suis vraiment contente d'être ici. En parlant de nos collaborations ensemble, je voulais peut-être parler un peu de le projet sur la rue Peel, le site Dawson. Puis, c'était dans l'année 2017 ouais. Puis donc ça fait à peu près 8 ans que je travaille là-dessus. Je fais ça avec c'est la ville de Montréal, puis moi, l'artiste de Ganawagi, puis l'artiste de Montréal, Kira Rebenko. Puis ensemble, on fait comme une commémoration
de la rue Peel, du site, mais pour mettre en valeur comme les idées, les dialogues importants qu'on faisait dans le passé, qu'on fait maintenant aussi, puis qu'il faut qu'on continue dans le futur. Donc, la rue, ça fait comme un parcours et les œuvres sont distribuées comme à chaque... il y a 12 stations qui montent du bas de la rue Peel jusqu'en haut. Puis c'est monté comme... C'est des sculptures fauteuils urbains, donc on peut s'asseoir dessus. Ça a été comme inventé comme ça par la ville de Montréal. Puis l'idée, c'était comme de donner un goût comme... ben, ça fait partie de comment on dit ça en français? The re-indigenization of Montreal. Donc, comme la réappropriation de nos voix, nos cultures dans la ville de Montréal, comme on a toujours été ici, puis on veut comme s'assumer encore, puis reprendre notre voix. Donc, c'est ça, le thème que j'aborde sur l'expo ici, au Musée McCord, Présence du passé, durant ma résidence d'artiste ici au musée, c'est une exploration du sens qui nous donne ces objets recueillis du passé. Donc, ça faisait partie de ma résidence que je voulais travailler avec les archéologues et les personnes muséologues qui travaillent comme curateurs, spécialement les travaillants qui sont d'origine autochtone eux-mêmes. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc, la méthode dont l'artiste actuel aujourd'hui se trouve à explorer, ça donne comme une dynamique qui vient justement du lieu où se passe cette exposition. On est dans un musée, puis on parle des collections du musée McCord. C'est un lieu comme on penserait auparavant relégué uniquement à l'entreposage, à une accessibilité privilégiée. Puis, c'est ça, c'est un peu comme ça que nous, les Autochtones, on percevait ça, les musées puis les collections. On voyait ça comme peut-être, c'est des valeurs de nos objets spirituels, nos objets sacrés. Alors, c'est comme une bonne chose qu'on revient à faire des travaux en équipe, puis je pensais comment les reconnecter nos travaux ensemble, puis quelle sorte de connexion faut-on travailler dessus pour continuer notre travail. Et je pensais que ça serait quelque chose de basé sur le respect, la communication ouverte, puis un esprit sympathique. Puis c'est ça qui that would carry us. Alors, si vous avez vu l'expo que j'ai fait, la présence du passé, c'est pour parler, c'est comme un dialogue du passé avec le présent. Donc, le présent, ça fait partie des œuvres que moi j'ai créées pour mettre en conjonction avec les objets des collections du musée McCord. C'était tous des objets comme que moi, je pensais, ça donnait comme... c'était des objets qui parleurs, comme des objets qui portent une voix. C'est des objets comme des pots, des paniers, des flèches. C'est toutes des choses qui comme envoient un message pour moi. C'est quelque chose qu'on utilise pour porter quelque chose. Et c'est comme ça que je pensais comme le passé, puis le présent. Puis il faut porter ces choses-là qui sont importantes à nos esprits, pardon, puis les conserver, ces éléments-là, dans des collections spéciales avec
une connexion importante entre les peuples d'où viennent ces objets-là, puis à porte ouverte où on peut visiter à l'aise dans des espaces ouverts et sécures là où ouais, c'est ça. Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses to share, à partager, c'est ça. Je pense que la majorité du Québec, puis du monde aussi, n'ont pas beaucoup vraiment de connaissances sur les arts autochtones actuels, spécialement. Peut-être qu'ils sont encore pris dans le passé, parce que la plupart des arts qu'on connaît, ça a rapport au powwow, peut-être, ça a rapport aux arts anciens, puis, mais pas spécifiquement aux arts contemporains actuels. Donc, je vois ça, c'est extrêmement, c'est une belle opportunité pour avoir une place pour emmener nos enfants, emmener nos élèves, faire des discussions comme ça, emmener ces discussions-là sur les réserves, dans les communautés pour parler aux élèves, puis leur donner comme le goût de travailler dans ces champs-là, parce que je pense que c'est ça qui manque. Moi, j'étais très impressionnée par ce genre de travaux quand j'étais petit enfant. Toutes les collections que j'avais vues, c'était dans des images, dans des gros livres, là. Puis, si on n'avait pas ces livres-là, on ne savait pas, on n'aurait pas su qu'on avait des objets comme ça dans les collections. Donc, pour moi, c'était vraiment comme une affaire inspiring, c'est très inspirationnel de pouvoir voir en vrai, là, d'aller dans les tiroirs, puis ouvrir ça, puis voir tous ces objets-là. C'est comme, wow, ça me parle. Ça parle à mon esprit. Puis les faire sortir, ces objets-là, que j'ai jamais vu de ma vie. Je les voyais peut-être en images, mais pas toutes, là, parce qu'il y en a tellement de cachés qui sortent jamais à voir le jour. Juste l'idée de pouvoir être là pour les ressortir, puis leur faire promener un peu, puis leur faire sortir leur voix. Ça, c'était comme important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai créé les œuvres que j'ai fait, les 2 œuvres qui vont avec, pour avoir ce dialogue-là entre le présent et le passé. Donc, c'est ça. C'est ça mon travail ici au musée avec tous ces gens ici. Oui, mais merci, MC. J'espère que la plupart du monde ont pu voir l'exposition qui est vraiment magnifique. Puis, tu sais, tu nous parlais beaucoup aussi, MC, tu sais, puis même Roland soulignait, bon, la valeur un peu artistique de plusieurs des objets. Quand on regarde dans l'exposition, il y a les vases iroquoiens, puis quand on regarde tous les petits rebords, les motifs, tout ça, c'est travaillé, c'est des objets quand même esthétiquement beaux et tout ça. Toi, comment, en tant qu'artiste, comment ça te parle, ce côté artistique-là? Puis, tu sais, tu nous parlais aussi l'autre fois un peu de comment c'est différent quand même, l'art contemporain. Comment, de ton point de vue à toi, contemporain, comment, d'un côté, ça t'inspire et tout, mais après ça, comment, aujourd'hui, tu t'en inspires, mais tu l'actualises aussi un peu. Ce que j'ai remarqué le plus en regardant ces objets-là, les artefacts, c'est qu'ils ont des symboles qu'on utilisait dans le passé et c'est les mêmes symboles qu'on utilise maintenant ici. C'est les mêmes symboles puis les mêmes dessins symboliques qu'on utilise, qu'on enseigne à nos enfants quand on fait du perlage, quand on fait des dessins. Alors, c'est vraiment intéressant pour moi que de voir que ça survit, que ça a survécu, que ça existe encore. Puis on a ces objets-là comme preuve. Puis qu'on peut montrer, parce que c'est pas juste une histoire cachée, là. C'est une histoire qui est vivante pour nous. C'est notre histoire. Puis on veut tout le monde, faire connaître à tout le monde cette histoire-là.
Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question? Oui, ben oui. Ben oui, c'est super intéressant de voir que les motifs ont survécu. Puis Mhm. j'ai l'impression, c'est ça, tu parlais tout à l'heure des livres, ou même bon, quand tu as découvert les objets dans la collection du musée, tu as pu constater que les motifs, dans le fond, sont encore là. Parce que sinon, pour toi, ça faisait juste partie un peu de ta culture, de ton quotidien, mais tu n'aurais pas su que c'est. C'est ça, c'est juste le savoir que Mhm. ça a été là, que ça l'est encore, puis que ça continue. Ça, c'est comme assez pour moi, là. Ce matin, on a fait des ateliers avec des enfants d'école. Ce matin, on a fait des petits morceaux de poterie, puis je leur ai tout montré les dessins puis les symboles qu'on retrouve sur les pots cassés, puis on les a refaits dans nos ateliers. Puis c'était vraiment intéressant, puis on a eu du fun. Oui, ben oui, MC, il vient faire des ateliers aussi pour les groupes scolaires au musée. Il a développé un atelier aussi qui va être offert à tous les samedis à faire en famille à partir du 27 avril au musée. Puis justement, ben, tu sais, ces ateliers-là, comme moi, les enfants de ce matin, bon, c'est surtout des enfants allochtones qui étaient là, mais quand même, tu sais, ça leur permet de s'éveiller. Tu sais, est-ce que tu ressens quand même, je sais pas comment tu te sens par rapport à ça, tu sais, tu partages ta culture un peu aussi à pour des personnes qui ne sont pas autochtones, mais c'est important Bien, pour toi justement, aussi, parce que ouais. vraiment, là, c'est la culture de notre région. Puis c'est Mhm. vraiment important parce que on, on habite toute la région, donc c'est l'histoire. C'est notre histoire à nous, mais ça devient l'histoire de tout le monde qui habite la région. Ça, c'est ce que je crois dans mon cœur. Alors, c'est juste même important que tout le monde apprenne la même chose dans nos écoles aujourd'hui. Et que c'est vraiment important et que ça a une richesse indispensable. Puis sinon, ben ça, tu sais, tu parlais aussi, tu sais, que, bon, pour toi, tu sais, bon, t'as vu des choses dans des livres avant et tout, sinon, tu n'aurais pas su, tu les aurais pas vus, tu sais, que pour toi, les musées, ça semblait quelque chose de peut-être un peu inaccessible et tout. Comment tu as commencé à, comment je dirais ça, à être en contact un peu avec les musées ou peut-être même le travail des archéologues? Est-ce que ça a été difficile au début? Comment tranquillement tu t'es éveillé à ça? Puis est-ce que ça a été difficile au début ou? Euh, Moi, à Ganawagi, ma famille est vraiment impliquée dans comme les cérémonies et les choses comme ça. Alors, c'est vraiment à eux autres de prendre leur place pour venir comme parler, quand on fait des openings, là, quand on fait des cérémonies importantes, quand on trouve des objets sacrés, des objets, euh, même comment on dit, des remains, les ossements, Oui, oui, des des choses sépultures, importantes comme oui. ça, c'est important que le monde, the people that are in charge of taking care of, de prendre soin de ces occasions-là, que les bonnes personnes soient mises en place pour dire les mots qui accompagnent euh, le remettre en paix de ces objets-là, de remettre en place ou de repatrier ces objets-là. Alors, c'est ça l'importance de faire les connexions dans les communautés proches de nous et de garder ces communications, puis les renforcer. Mhm, mhm. Oui, puis ben, j'aimerais aussi rebondir un peu, peut-être impliquer un peu Jonathan et Roland aussi. Ben, tous les deux, vous avez parlé dans vos présentations bon, de moments où il y a eu comme une espèce d'éveil aussi, de prise de conscience, de désir de s'ouvrir, de faire collaborer les différentes communautés autochtones, que ce soit de leur redonner accès aux objets dans les musées, de les faire collaborer lors de fouilles archéologiques, etc. Donc, bon, il y a eu un moment où il y a eu cette prise de conscience-là, mais j'imagine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Puis même Roland, tu disais tout à l'heure qu'il reste du travail à faire encore aussi.
Donc, je sais pas si vous voulez en parler un petit peu aussi. Donc, comment tout ça, ça s'est mis en place? Qui est allé? Est-ce que les musées ou les archéologues ont commencé à aller vers les communautés? Est-ce qu'au début, il y avait peut-être même, je sais pas, une méfiance ou comment ça a été reçu? Puis comment ça s'est construit petit à petit, tout ça? Bon, c'est une très grosse question, mais si vous avez des petits éléments de réponse. Oui, concernant les archéologues, je dirais que c'est du cas par cas. C'est du cas par cas parmi les archéologues et c'est du cas par cas parmi les communautés également. C'est jamais pareil. Il y a des relations étroites qui peuvent se créer parfois entre un groupe d'archéologues et une communauté, alors que dans d'autres cas, la méfiance va régner et c'est pas facile. Donc, tout ça est toujours dans un contexte également changeant dans tous les domaines. Donc, c'est dur de faire une généralisation. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a dorénavant dans la communauté archéologique une considération réelle pour tenter d'améliorer nos relations avec les groupes sur lesquels on travaille, sur le passé desquels on travaille. Puis c'est juste tout simplement une question de respect. Maintenant, c'est ça, ça dépend de chacun des cas, c'est jamais pareil. Et ça s'améliore, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui, ben oui, absolument. Point de vue musée, c'est la même chose. L'idée du cas par cas, ça peut sembler une espèce d'idée fourre-tout généralisante, mais non, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire, ça dépend à qui on parle, ça dépend c'est quoi le sujet, ça dépend c'est quel objet. Et puis, c'est correct comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une méfiance. Elle s'estompe, mais je veux dire, la méfiance, elle est là pour de bonnes raisons. Je le disais tout à l'heure au départ quand j'ai parlé, les plus beaux objets sont dans les musées, ne sont plus entre les mains des Autochtones. Donc, on est nécessairement la preuve physique, visuelle de la dépossession des Autochtones. Il y a eu un transfert et c'est nous qui avons les plus beaux objets. Donc, c'est certain qu'il y a une méfiance. On symbolise leur dépossession. Ceci étant dit, je me rends compte que, et c'est pas juste ma propre observation, c'est ce que je lis, c'est ce que j'entends dans mes discussions avec d'autres personnes qui travaillent dans les musées. En général, quand il y a un premier contact, la méfiance, elle disparaît, elle se dissout. Parce que comme MC racontait, c'est magique ce moment-là où tout à coup, tu ouvres les tiroirs et tu n'as pas juste un petit objet que tu peux agrandir si l'image est bonne en ligne, mais non, tu en as plein, qui sont réels. Il y a une odeur, il y a une couleur, il y a une texture. Ça crée des ponts automatiquement. Ça fait dissoudre la méfiance. Puis aussi, nous, les conservateurs ou les autres employés des institutions, on a besoin de ce point de vue-là. Tu sais, au Canada, là, territoire gigantesque, des milliers d'années d'histoire, il y a 600 communautés autochtones, il y a soixantaine de dialectes et de langues différentes. Impossible qu'une personne puisse être experte de tout cela en même temps. Donc, le savoir, il est encore auprès des gens, il est dans les communautés, il est auprès d'individus et de nations. Donc, moi, j'aime et j'ai déjà eu cette discussion-là, je pense que ça vient de quelqu'un d'autre qui me le fait rendre compte, mais moi, en tant que conservateur, j'aime ça me considérer comme un facilitateur pour que ces gens-là qui veulent renouer avec leur culture matérielle, leur tradition, puissent le faire, puisque nous sommes les dépositaires, les musées de cette culture-là. Donc, faciliter cet accès-là, faciliter le dialogue, faciliter aussi le dialogue, oui, dans le sens que, comme par exemple, MC prend de ces objets-là que nous, on n'utilise pas, des vieux objets archéologiques, et non seulement il les présente, mais il lui donne un nouveau sens, puis il nous les interprète, puis il crée une nouvelle œuvre. Donc, c'est absolument fantastique, cette collaboration-là, mais elle est nécessaire pour rendre ces objets-là vivants encore aujourd'hui. Ouais, c'est ce que je dirais. C'est bon, merci. Si ça vous va, on irait peut-être avec des questions, des commentaires du public. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un en salle. Là, pour que les gens à la maison nous entendent, il va falloir parler dans le micro. Donc, levez la main si vous souhaitez vous adresser aux messieurs.
Et puis sinon aussi, on va voir si on a des questions, des commentaires qui viennent d'en ligne. Oui, madame, je vous apporte le micro. Bonjour, je vais commencer. Merci de nous recevoir là. Je suis Cécile Villeneuve et je viens d'Europe, de France. Je me demandais, concernant les politiques, y a-t-il une politique qui permette d'échanger avec les détenteurs des collections autochtones qui sont en Europe, en France, en Angleterre, n'importe où là-bas? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que vous êtes écoutés, entendus? Et est-ce que les autochtones ont leur voix là-bas, chez moi, en Europe? Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir accès à ces artefacts qui sont partis si loin de chez vous? Merci. C'est moi qui... Ben, je peux. Euh, Politique officielle, pas à ce que je sache. Par contre, ce que je constate, c'est que de plus en plus, les musées européens se tournent vers ici, donc vers l'Amérique, pour venir chercher des voix autochtones d'aujourd'hui, pour interpréter leurs objets. Ça, on l'a vu avec le musée du Quai Branly, notamment. Ils ont un large projet, là. On a travaillé avec eux pour l'exposition sur les Wampum, qui a été présentée ici jusqu'à récemment. Mais ils ont d'autres projets, eux, beaucoup plus vastes, là, qui les amènent jusqu'en Oklahoma puis un peu partout en Amérique. Récemment, le musée de Genève a rapatrié des objets sacrés chez les Haudenosaunee. Donc, il y a ça, il y a des ponts qui se font, mais je pense que, et là, je ne veux pas offenser personne qui nous écoute nulle part, mais je pense que peut-être qu'au Canada et aux États-Unis, on est en avance sur... je vois des gens qui sont d'accord dans ça, donc c'est correct. Je ne viens pas dire des bêtises, mais oui, je pense qu'on est en avance pour ça, la collaboration avec les Autochtones. Mais il y a toutes sortes de difficultés. Tout à l'heure, je viens de dire que une personne d'ici ne peut pas être expert de tout le continent, mais on peut imaginer qu'une personne en Europe, c'est encore moins le cas, puisque, je veux dire, nous, c'est davantage facile de contacter les gens, de les rencontrer, de se déplacer. Il y a la distance, il y a un océan littéralement qui nous sépare. Donc, ça, c'est une complication pour les partenariats. Mais on sent que ça se fait. Mais de toute façon, c'est dans l'air du temps. On parle des réalités autochtones, mais l'Égypte, c'est la même chose. Plein de pays africains, le Bénin et tout ça. Donc, je veux dire, c'est dans l'air du temps. C'est juste que... Mais donc, on s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste là, qui est international. Oui, j'arrive avec le micro. Merci pour les 3 présentations, c'est très intéressant. Mais en vue de l'intitulé de la table ronde et aussi la notion d'objet, d'artefact qui a été mobilisée tant dans la muséologie, archéologie et les arts aussi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas justement dans la définition même d'objet et au lieu de bien culturel, les conflits même de cette incompréhension peut-être entre les autochtones et la muséologie aujourd'hui, l'archéologie aujourd'hui, parce qu'il me semble que, à différence de ce qui se passe en Europe par rapport à d'autres des objets qui ont été rapatriés, etc., ce qui a été évoqué aussi par vous-même, les autochtones aujourd'hui sont vivantes et pour eux, les objets, ce sont des objets vivants. Tandis que la muséologie et l'archéologie, j'ai l'impression, je ne suis pas experte, que ont une tendance aussi à fixer ces biens ou objets dans le temps. Donc, je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Merci. Oui, c'est un bon point que tu soulèves. Effectivement, les archéologues font partie d'une pensée positiviste de l'histoire des sciences et on a toute une épistémologie qui est liée à cette pensée essentiellement positiviste-là. Alors, ce quoi qu'on étudie, on essaie de l'étudier le plus objectivement possible, dans la mesure du possible, mais ça reste des objets d'une culture humaine, ça reste des objets qui ont eu ou qui ont encore un contexte culturel, un contexte social, un contexte même individuel, psychologique parfois même. Et l'effort qui est à faire, c'est celui d'une collaboration, je pense, à partir de la pensée autochtone et de la pensée scientifique, si on veut.
la pensée un peu plus positiviste. Et à mon avis, c'est mon avis, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais je pense que s'il y a moyen de faire une collaboration fertile qui peut mener à quelque chose d'intéressant et d'aller un peu plus loin, c'est de collaborer et de faire fonctionner ces deux manières de voir-là ensemble. Ce qui a été mentionné dans la littérature comme étant le two-eyed view, la vision avec deux yeux sur des objets, effectivement, qui ont des valeurs parfois symboliques que les archéologues ne considèrent pas ou qui ne comprennent pas ou qui n'existent plus nulle part, même dans le vivant actuel et qu'on essaye de retrouver et qu'on peut tenter de faire à l'aide des descendants des personnes qui les ont faites. Alors, il y a toutes sortes de... C'est délicat, c'est pas facile, mais je pense que cette division-là, pas de division, mais cette dualité-là, encore une fois, encore une dualité, c'est souvent ça, on est dans une dialectique constamment. Elle est inspirante pour aller plus loin. Et ce que je veux pas dire, je veux pas renier par là toute la position des Autochtones sur les objets, sur le monde matériel. On la considère et on essaye de la considérer également, mais celle qui est apportée par des siècles d'expérience en archéologie, elle n'est pas non plus à renier. Puis je pense que c'est en mettant les efforts ensemble qu'on peut aller plus loin dans ces interprétations-là. Alors, ça, c'est encore une fois, là, je parle en mon nom en disant ça, mais je pense que c'est une voie qui fait du sens. Est-ce qu'on a une autre question, commentaire? Bonjour. Mais moi, je voulais m'adresser à MC, puis ça rebondit un peu sur ce que Roland disait en dernier, là, que il parle en son nom finalement. Fait que, tu sais, il y a comme, on va souvent dire, ben, il y a autant d'autochtonie qu'il y a d'Autochtones, là, finalement. Fait que toi, est-ce que tu as l'impression, quand tu fais ton art, quand tu collabores aussi avec les archéologues, avec les muséologues, est-ce que c'est ton identité? Tu vois ça comme toi, individuellement, ton identité, puis c'est une manière pour toi de la traduire? Est-ce que tu te sens comme le dépositaire d'une identité collective? On va souvent parler des Premières Nations comme si c'était un gros bloc homogène, là, alors qu'on sait que finalement, c'est composé de plusieurs parties qui ont toutes leur identité individuelle aussi. Fait que, comment tu navigues ça, ton identité à toi comme artiste versus l'identité collective de ta communauté que tu essaies de partager aussi? Comment tu vois c'est une dualité pour toi? De tout ce que tu parles, là, c'est tout impliqué de qu'est-ce que je fais. Ça dépend de l'œuvre que je travaille dessus. Vraiment, maintenant, le travail que je fais, c'était comme l'idée de collaborer, comme entre deux nations, pas juste entre deux nations, mais à Montréal, c'était comme... Il y en avait plusieurs nations, c'était pas juste les Kanien'kehá:ka, on n'en parle pas, pas vraiment, là. C'est rare qu'on se rend comme en groupe et on parle de ces choses-là, mais juste pour comme ressortir, redécouvrir ces objets-là, les désenterrer, comme symboliquement, juste toutes ces idées-là, puis de remettre ça sur la table. C'est ça mon intérêt, comme. Alors, mes intérêts sont plus peut-être à l'instant dans les trouvailles, dans les poteries, justement, les choses faites de la terre, juste parce que mon feeling est là, justement, en ce moment, parce que je travaillais sur la rue Peel, on faisait des sphères pendant cette année, puis me voici encore, je fais encore des sphères, mais je suis plus intéressée à l'intérieur de ces sphères-là. C'est comme, OK, on a fait tout comment on dit ça? Shoot! Je ne sais même pas le mot en anglais. Le contenant, l'enveloppe, le partiel. Non, là, ça va me tuer.
de superficiel. Bon, la superficialité de la croûte de la Terre, puis on veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur, d'où ça commence, ça, comment ça marche ensemble, puis pour prendre ces idées-là, peut-être de redécouvrir des manières de how we work together, puis rediscover, pour redécouvrir, puis refaçonner, puis de mettre ça comme à jour, ces façons-là. Puis c'est comme on dit souvent que, OK, il y a une manière allochtone de penser, puis il y a une manière autochtone. Ben moi, je dirais plus que c'est le territoire d'où tu viens, puis tes ancêtres. Tu sais, puis ça te fait comme... c'est dur à expliquer, c'est pour ça que je ne suis pas un speaker, hein? C'est pour ça que je fais de l'art visuel, parce que je ne suis pas habituée à parler de mes symboles puis tout ça. Mais oui, c'est beaucoup de choses variées, puis ça vient tout ensemble. Puis certainement, oui. Fait que tu vois, dans le fond, une nouvelle identité qui émerge de ça, qui est plus liée dans le territoire que dans toutes les différentes identités des individus qui sont impliqués dans le processus? Oui, oui puis non. Des fois oui, des fois non. Mais j'y pense constamment. Mais il y a des jours où je pense, mais oui, c'est ça. Puis le jour après, je suis comme, ben non, c'est pas juste ça, tu sais. C'est comme un voyage, c'est comme un trajet vraiment d'examiner toutes ces idées, puis voir comment fluide que c'est. C'est pas concret, toutes ces questions-là, pour moi. Alors, c'est vraiment une découverte à chaque jour que je fais quand je travaille sur ces œuvres-là. Merci. Merci. On a une question en ligne qui vient de Christian Gates Saint-Pierre. Merci pour cette discussion très stimulante. Considérez-vous que le regard croisé du muséologue, de l'archéologue et de l'artiste sur les mêmes objets apporte une compréhension nouvelle de ces objets? Concrètement, comment s'exprime cette fertilité interdisciplinaire et interculturelle? OK, Christian. Veux-tu commencer, Jonathan, ou Ben, j'ai l'impression. Un break, là. Mais j'ai l'impression que je vais comme un peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens que je pense que je suis d'accord avec Christian que ce dialogue-là, cette mise en relation de regards différents, ça crée, ou en tout cas, ça a la possibilité de créer un nouveau sens, ou en tout cas de produire un sens qui va être multiple. Donc, tu sais, il se passe quelque chose, définitivement. Sauf que moi, de mon point de vue, je me considère, comme je disais tout à l'heure, davantage comme la personne qui va s'assurer que les biens sont préservés et accessibles. Mais si je veux les interpréter, ben, j'ai besoin de ces deux-là. Je vais avoir besoin de l'archéologue et de l'artiste ou du traditionnaliste ou peu importe, la personne autochtone qui peut m'aider à les interpréter. Mais donc, moi, dans mon rôle, je préfère ne pas prendre la place finalement à soit les experts ou soit les gens concernés par les communautés. Mais j'ai nécessairement un rôle, ne serait-ce que de permettre ce dialogue-là. Parce que si les objets étaient cachés et non montrés, et si on. Ben, ce dialogue-là ne pourrait pas se produire. Ben, moi, je renchérirais. Est-ce que c'est bien conjugué? Je pense que oui. Je renchérirais en disant que l'objet, il a toujours avantage à être vu et, je pense, discuté, dialogué, examiné par le plus de monde possible. L'archéologue va avoir son point de vue et les archéologues auront leur point de vue sur, par exemple, un objet ou peu importe quel fait archéologique ou muséologique aussi, ou ethnographique, ou peu importe. Mais
quand le muséologue le voit, il va arriver avec un bagage différent. Il va arriver avec le bagage de quelqu'un qui a probablement vu ça ailleurs, dans d'autres contextes, je ne sais pas trop, mais pas sous le regard de l'archéologue. Et quand la personne d'un des premiers peuples le voit, il va arriver avec son propre regard, ou elle va arriver avec son propre regard aussi, qui aura tout autant une valeur. Maintenant, c'est pour tous et chacun, considérer l'importance de ces valeurs-là qu'on donne aux objets. D'un point de vue archéologique, oui, je suis ouvert à tout ce que les autres personnes peuvent m'apporter sur ma compréhension des objets, des faits archéologiques, peu importe. Et je pense que c'est le même cas pour Jonathan et pour MC. Et j'espère que c'est le même cas aussi. Bien que ça se peut qu'en bout de ligne, on n'ait pas la même considération de l'objet. On n'a pas la même interprétation. C'est pas grave. L'important, c'est de, je pense, respecter les choses, respecter le point de vue des autres et respecter le fait archéologique qu'on a devant soi et qu'on essaie peut-être de qualifier dans une collégialité. Des fois, c'est possible, des fois, c'est peut-être pas possible. Encore une fois, c'est une question de cas. Je ne sais pas ce que tu en penserais, Christian, mais on pourrait en jaser. Voulais-tu ajouter quelque chose, MC? C'est la même chose que je pensais. C'est comme juste pour illuminer, pour mettre en valeur les différents points de vue, puis de les faire illuminer puis revivre ensemble pour pouvoir se face à face. Tu sais, c'est ça l'important. C'est ça comme le but de ma partie de qu'est-ce que je fais dans ce groupe-là. Bon, oui, merci. On a un commentaire anonyme. Très inspirante présentation. Pour ma part, d'origine métisse, je suis très touchée par vos cheminements, en particulier par MC Snow. Le message est fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en salle qui voulait peut-être rebondir sur ce qui a été dit ou intervenir? C'est bon. Puis moi aussi, il y a une chose qui me frappe aussi un petit peu en vous écoutant parler. Tu sais, MC, tu as choisi, tu travailles beaucoup l'argile, les sphères aussi, donc qui ramènent à la terre et tout ça. Les archéologues travaillent dans la terre, trouvent les objets dans la terre. Donc, mon Dieu, c'est tellement, finalement, c'est très aligné. C'est très aligné ton affaire. Et c'est justement ça, à part de ça, ça faisait la connexion est vraiment hyper comme c'est là, ça se voit, ça se touche. Oui. Je ne sais pas si j'ai un autre commentaire. Ah, OK, parfait. Je vous apporte le micro. Oui, je ne sais pas trop comment je vais formuler ça pour rester absolument délicate. Avez-vous des retours sur l'effet bénéfique de cette restitution d'histoire? Est-ce que ça a un effet, je ne sais pas comment dire, je vais faire comme vous, je ne vais pas trouver mes mots, psychothérapique sur un peuple qui a, oui, apaisant, sur un peuple qui a indubitablement beaucoup souffert. Est-ce que dès aujourd'hui, vous voyez déjà des effets bénéfiques sur cette restitution, sur cette... mais oui, certainement, parce que, je veux juste dire, là, parce que personnellement, quand je commence à travailler comme sur ces œuvres ici, que j'ai commencé, I wasn't intending to think about the things that I thought about. Je ne m'apprêtais pas à penser aux choses. Donc, ces objets-là ont fait comme revenir sur moi. Donc, et je pense que ça va être comme ça pour plusieurs personnes qui viennent voir l'exposition, qui viennent voir les objets dans la collection. Puis, ce que je voulais dire,
Quand je fais ces œuvres-là, quand je travaille au musée, c'est comme une réconciliation que je fais dans moi-même, dans mon âme, quand je travaille avec ces objets-là, quand je travaille avec les gens du musée, et juste pour partager ces moments importants de l'histoire, de notre passé ensemble, puis être là pour avoir une voix, puis pour partager tous ces moments. C'est ça qui est important pour moi. Donc, ça me fait comme vivre quelque chose qui est en effet healing, comment on dirait ça? Guérissant pour mon âme, pour moi. Je renchérirais, MC, si tu me le permets, parce que ce pendant-là, je pense qu'il existe aussi, ou il pourrait exister vivement dans la communauté archéologique. Parce que personnellement, et je suis conscient que mes collègues archéologues qui en font l'expérience également, de prendre contact avec les gens des communautés autochtones, c'est révélateur de beaucoup. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien dans la tête, ça fait du bien dans le cœur, puis ça apporte une dimension au travail scientifique qu'on fait qu'on n'aurait jamais pensé avoir. C'est vraiment spécial et j'invite tous mes collègues qui n'ont jamais eu cette opportunité-là d'essayer de s'ouvrir à ça parce que c'est vraiment intéressant et le mot guérisseur, là, qui porte à guérison peut-être, pourrait s'appliquer dans l'autre sens aussi. Même dans la communauté archéologique qui est si scientifique et positiviste, ben, on est nous aussi des êtres humains et de considérer et de prendre en considération l'importance de l'humanité dans ce qu'on fait et des groupes sur lesquels on travaille, de prendre contact avec eux autres, ou du moins leurs descendants, les plus proches, ben il me semble, j'aurais jamais pensé à ça il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel à faire. Ça ne se fait pas dans tous les domaines de l'archéologie. On peut, justement, tu parlais de l'Europe, si un archéologue européen travaille sur le paléolithique supérieur, le magdalénien, je ne sais pas, moi, en Dordogne, il est encore, les populations actuelles qui ont un lien avec ça, ils sont durs à trouver aujourd'hui. Ce n'est pas notre cas ici en Amérique. On travaille sur des populations qui sont encore bien présentes. C'est sûr qu'on a aussi des sites qui sont parfois aussi anciens que le magdalénien en France, par exemple. Mais on sait de manière assez claire que les gens qui sont là aujourd'hui, c'est quand même les ancêtres. Il n'y a pas eu tous les mélanges qu'il y a eu en Europe, par exemple. Il y a eu une certaine conservation des populations jusqu'à l'arrivée des Européens. Alors, si on n'arrive pas à trouver les descendants directs, ce qu'on n'arrivera jamais à trouver, on peut au moins être certain de dire que c'est quand même les ancêtres des populations autochtones actuelles qui sont plus proches que nous de ces vestiges-là. Alors, tout ça pour renchérir sur MC, puis de renverser ta question vers la communauté scientifique, c'est possible aussi. Et là, je trouve ça un peu presque fleur bleue de dire ça, mais c'est vrai. Y a-t-il un héritage de la culpabilité? Ah oui. Oui. Et l'héritage de la culpabilité, il est là. Et je te dirais, encore une fois, je parle en mon nom parce que je ne veux pas, je ne sais pas, là, mais il existe. Et si j'ai fait une carrière d'archéologue, c'était en partie pour me rapprocher des gens du passé et des gens qui sont encore là aujourd'hui, que ce passé-là représente. Et il y a une espèce de quête personnelle où ce que je me dis, bon, ben, je veux faire ma part pour enlever ça, contrer cet aspect-là de culpabilité. Ça, c'est personnel, là, mais je ne veux pas parler pour personne d'autre, mais la culpabilité, elle existe, pas dans l'esprit de tous et chacun, mais dans l'esprit de beaucoup, elle existe. Oui, elle est là. J'aimerais ça qu'on passe au travers.
Ben, on n'a pas d'autres questions. Donc, ben, j'ai pas vu dans la salle, je vais me retourner. Non, il n'y a pas d'autres questions. C'est bon. Donc, ben, je pense qu'on va conclure là-dessus pour ce soir. Vous avez été très généreux, messieurs. Puis je vous remercie. Je vous remercie. Oh, je pense qu'on a une autre question qui vient de rentrer. Ce regard croisé d'archéologie, conservation et artistes sur les mêmes objets apporte une compréhension plus complète, non seulement sur des objets, mais aussi sur des cultures et les points de réalité communes humaines. Donc, c'est pas vraiment une question, c'est plus c'est plus un constat, effectivement. Mais oui, hein, on fait ressortir l'humain, finalement, à travers tout ça. Donc, Mais ça, c'est un bon point que tu viens de dire parce que tu sais, quand on fait, quand les objets, jadis, on va dire, quand ils étaient collectionnés au 19e siècle, ils sont justement sortis de leur communauté, donc de leur relation, sont éloignés de l'humain et ils se retrouvaient muséifiés. Il fallait justement les sortir, donc ils n'étaient plus utilisés, ils n'étaient plus usés, utilisés, ils n'étaient plus vus, ou en tout cas, ils étaient montrés hors contexte. Ça, c'était vraiment une muséification des objets. Mais maintenant, aujourd'hui, heureusement, on travaille à ce que ce résultat-là des pratiques du passé soit réutilisé différemment. Et là, justement, l'humain revient et les relations reviennent. Tantôt, Roland, qu'est-ce que tu disais? C'est que finalement, c'est que ce sentiment-là qu'on peut injecter ou en tout cas faire ressurgir de la pratique archéologique, bien, il se passe comment? Il se manifeste comment? Bien, c'est à travers les relations. C'est quand tu parles avec les descendants, quand tu parles avec les artistes. Mais c'est la même chose avec les objets qui ont été muséifiés quand ils retournent, ou en tout cas quand ils redeviennent accessibles aux humains. Mais là, il se passe quelque chose de merveilleux parce que on a souvent présenté les musées, avec raison probablement, comme une fin. Il y a plusieurs personnes autochtones qui disaient, mais on dirait que vous célébrez la mort de nos cultures, la fin de nos cultures. Mais heureusement, je pense qu'aujourd'hui, on peut voir ça comme, au contraire, comme une possibilité de retour, de renouveau, parce que les communautés autochtones sont en reconstruction, réappropriation et réaffirmation. Et des artistes comme MC, c'est ce qu'il fait finalement, parce qu'il vient voir ces objets-là, puis il les fait revivre. Donc, oui, ils ont été extraits des communautés, oui, ils ont été muséifiés, ils ont été mal interprétés, mais là, on est ailleurs aujourd'hui. On travaille à ce que ces objets-là soient réinterprétés pour que les communautés puissent se reconstruire, se réaffirmer, et toutes les ré et les re qu'on peut mettre devant les mots. Merci, merci Jonathan. Donc, ben, je vais poursuivre la conclusion que j'avais commencée. Donc, ben oui, donc je vous remercie tous les trois pour ben, vos témoignages et puis vos présentations. Merci aussi à tout le monde en salle, aux gens à la maison, aussi pour vos questions, vos commentaires. Donc voilà, j'espère qu'il y a encore beaucoup de réflexions à avoir, il y a encore beaucoup de chemin à faire, je pense, mais on est quand même, il y a des belles choses qui sont en place quand on voit des artistes comme MC, quand on peut collaborer étroitement avec eux. Je vous invite, si ce n'est pas fait, à aller voir son exposition au 3e du musée. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée.